Donc, je vous demandais tout à l'heure, donc depuis combien de temps vous êtes courtier? Donc, vous n'êtes pas courtier en assurance, vous êtes courtier dans un domaine un peu particulier. Je vous laisse m'expliquer. Absolument. Alors moi-même, donc je suis issu du secteur bancaire, donc j'ai été banquier de 2010 pardon, à 2018. D'accord? Et notre société, elle a été lancée et fondée donc en 2017. Et moi-même, je suis courtier à 100% depuis 2018 en tant que directeur général de la boîte. Nous, c'est du courtage en prêt immobilier d'abord, en assurance emprunteur également, et ensuite en IARD, donc assurance automobile, habitation et mutuelle, mais dans un troisième temps, on va dire. Donc, il y a vous, votre associé, il y a quelqu'un d'autre dans la boîtes ou pas? Tout à fait. Il y a un associé minoritaire qui est là aussi pour la partie comptabilité de D'accord, la super. société. Donc lui, il a des parts, bon, des parts minimes, mais en tout cas des parts quand même, et il s'occupe de la partie comptabilité. Et on a aussi une personne qui est agent commercial pour nous, donc qui est mandataire et qui bosse aussi sur des dossiers immobiliers avec nous, quoi. Et comment vous vous complétez avec votre associé majoritaire, on va dire? Alors, le majoritaire, donc aujourd'hui, lui, il va être présent sur la partie gestion globale de la boîte. Donc, on va dire tout ce qui est gestion administrative, gestion des conventions, gestion avec les partenaires, etc. Et moi, je vais prendre en charge toute la partie commerciale. D'accord. Tout ce qui est gestion aussi au niveau des clients, c'est plus votre associé qui s'en occupe. Ouais, alors la Ça gestion dépend. commerciale avec la clientèle, ça va rester de mon domaine. Lui, c'est plus la gestion, on va dire, globale. Donc, gestion, Sinistre, par exemple, quand IARD, vous faites les voitures. voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais là, on prend un tournant d'ici peu, puisque on s'apprête à changer un petit peu la structure de notre entreprise. Moi, je suis en train de racheter donc, les parts de mes deux associés, donc je vais me retrouver à la tête de l'entreprise tout seul. Donc, je vais devenir PDG de la boîte et je vais agrandir donc, mon cercle d'agents commerciaux. Donc, on D'accord. rentre dans une phase encore différente là, dans les 3 prochains mois. Et essayer de monter un système de franchise un peu comme il existe ailleurs, on en a évoqué tout à l'heure. Exactement, c'est pour ça on l'évoquait tout à l'heure et c'est certainement le modèle que je vais emprunter puisque pour l'instant donc on est sur une phase on va dire où on a été cofondateur puis chacun était cantonné à une mission etc. Demain ça sera plus sur un développement puisque moi l'idée de franchiser un petit peu la boîte ça sera effectivement dans mes missions à venir. D'accord. Et comme vous venez du monde de la banque, j'imagine que vous avez cette compétence technique qui fait que vous allez peut-être pouvoir mettre des outils à disposition des différents personnes qui travailleront sous votre marque. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, ce qui est vachement intéressant pour nous, pour moi et pour les futurs collaborateurs aussi, c'est le passé de banquier où j'ai pu, alors moi, par le diplôme déjà, puisque j'ai quand même une licence banque assurance, ça me permet d'avoir aussi la certification. Donc, pour la société, on a tout ce qui est donc les inscriptions ORIAS, tout ce qui est autorisation pour faire de l'intermédiation en système de prêt et assurance. Bah, tout ce bagage technique, en fait, moi, je le mettrai à disposition des futures personnes qui seront amenées à bosser avec moi, comme je le fais déjà avec les clients aujourd'hui, quoi. D'accord. Ok, alors ça nous fait un peu le contexte. Je vais rentrer Ouais, dans les premières questions. ok. Alors, du coup, vous, votre rôle, si on s'adresse à... Alors, ce qui pourrait être intéressant pour vous, en tout cas, de nouer comme contact, pour l'instant, si je comprends bien, c'est tôt ou tard des courtiers qui pourraient éventuellement utiliser vos services pour pouvoir agrandir leur panier moyen avec leurs clients. On peut peut-être le résumer. Exactement. Ça peut faire partie des choses qui peuvent se dérouler par la suite, hein, tout à fait. D'accord. Euh, comment est-ce que vous gérez les relations clients et comment est-ce que vous mesurez leur satisfaction? Il y a des process plus ou moins précis. Parfois, les anciens courtiers, c'est purement de façon humaine qui font ça en fait avec leur mémoire. Il y en a qui ont des outils plus développés. Où est-ce que vous êtes au milieu de tout ça, vous? Alors, moi, je me situe entre les deux. Ça veut D'accord? dire que on sait faire. Je sais que par ça aussi, c'est une manière aussi de faire de la recommandation par la suite, hein, parce que quelqu'un qui est satisfait ramène de l'activité et des avis. Bien sûr. Alors nous c'est un peu basique. On a un mail type qui invite le client à nous noter finalement sur Google, donc par des avis, hein, avec la note de 1 à 5 et un petit commentaire. On a un mail type, mais c'est pour ça que je suis entre les deux. Alors, je fais pas que de l'oral ou je travaille pas qu'à l'ancienne. Et en même temps, on n'a pas encore les outils, je pense, adaptés avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec un code barre, etc., le client, tout de suite, paf, il peut être amené à revenir sur la page pour noter, etc. Nous, c'est un mail qu'on envoie au client une fois que le dossier est finalisé. Et ce mail invite le client à se connecter sur Google et puis à aller noter prompto. C'est là où je pense qu'on est, c'est à parfaire tout ça parce que il faut que le client tape Google, Prompto, aille. On n'a pas un lien direct. Donc c'est pour ça que notre outil, pour moi, il est à retravailler, quoi. C'est un Alors, début, mais c'est pas. de ce que j'en sais moi,
puisqu'on est, comme je vous le disais, on est organisme de formation, du coup on voit pas mal de process passer chez les courtiers. Dans les avis, Ouais, ce qui est intéressant, c'est les relances automatiques aussi, parce que c'est tout bête, mais il y a très peu de gens qui les font du premier coup. Et du coup, les bien sûr. relances, c'est bien qu'elles soient intelligentes, que vous relanciez pas quelqu'un qui a déjà donné son avis, et c'est là où parfois c'est compliqué de faire bien les choses. Je sais que dans la gestion, il y a des gens qui utilisent ça parce qu'il y a des pièces. Quand il y a un sinistre, il faut renvoyer des pièces, mais il n'y a jamais toutes les pièces complètes. Et il y en a qui ont des Ouais, systèmes automatiques qui permettent de relancer le client ad vitam aeternam, une fois par semaine, tant que les pièces n'ont pas été complètement ouais, ramenées. je Mais du vois. coup, là-dedans, vous avez un peu de ressources à rajouter peut-être sur tout ce qui est automatisation, si je comprends bien pour l'instant. Ouais, complètement, complètement. C'est une Ok. piste que j'ai commencé un petit peu à explorer il y a 5 à 6 mois. Pour être très honnête, là j'attends justement le changement donc, de statut, etc. de la boîte pour pouvoir prendre les choses en main, puisque j'aurai la seule signature par la suite. Et puis ça, c'était quelque chose qui n'était pas évident et qui n'était pas prioritaire pour mes associés, enfin pour mon associé principal, qui l'était pour moi, mais comme on était deux à décider, bah, du coup, moi j'ai mis un petit peu ça de côté. Ça, je sais que c'est des choses sur lesquelles je suis prêt à engager des dépenses et un poste sur lequel moi je crois. Euh, Aujourd'hui, je devais concilier. Demain, je sais que je pourrais faire les choses un petit peu différemment. Donc, c'est des choses que je vais explorer un peu plus. Mais c'est vrai que je suis un peu néophyte parce que les solutions, je ne les connais pas encore. Ben, ce qui est sûr, c'est que ça marche, mais ça, vous l'avez compris de façon intuitivement en me disant que vous étiez à mi-chemin entre les deux. Il faut Ouais. garder quand même de l'humain au milieu de tout ça. Même s'il y a des Oui, process bien sûr. Bien sûr. d'automatisation, de temps en temps, il faut mettre une petite pointe d'humain vraiment personnalisée Je suis d'accord. pour Je que suis les d'accord. clients ne se sentent pas comme des numéros, quoi. Voilà. Ah, exactement, on est d'accord, tout à fait. Super. Alors, comment utilisez-vous la technologie pour améliorer votre productivité, votre efficacité en tant que courtier? Finalement, c'est un peu ce qu'on vient de se dire. Vous avez déjà quelques petits process en place, vous avez de la matière à optimiser, mais vous avez commencé à mettre un peu le doigt dedans, quoi. Voilà. Vous êtes plus Ouais, en terre. tout à fait. Pour l'instant, vous êtes en matière de formation, en veille, quoi. Vous en êtes à ce stade-là, je veux dire. Ouais, exactement, je suis envahi complètement. Je pense que c'est le mot qui est adapté, ouais, tout à fait. Ça marche. Alors, comment voyez-vous l'évolution du crédit dans les années à venir? Vous y êtes depuis un petit moment quand même. Ouais. Et à votre avis, quelles sont les tendances actuelles? Loi Lemoine, des choses comme ça, je sais pas, il peut y avoir un tas de choses qui peuvent affecter votre travail. Tout à fait. Moi, je suis dedans depuis un certain nombre d'années, puisque première vie de banquier de 2010 à 2018. Donc, j'ai déjà abordé le crédit à l'époque et l'assurance entre ces années-là, donc 8 ans. 5-6 ans maintenant avec ma société. Donc, ça fait quand même 13-14 ans sur le marché. J'ai vu une évolution, j'ai vu des systèmes s'ouvrir. Donc, ça, là-dessus, je suis assez confiant, parce que je me dis que, notamment avec la loi Lemoine, avec la loi Hamon un petit peu avant, on ouvre un petit peu le marché. Donc, on facilite aussi les changements de contrats, etc. Donc, ça, c'est une bonne chose. Sur le crédit, je suis assez confiant aussi parce que c'est cyclique. Ça veut dire qu'on a des taux qui montent, qui baissent, etc. Moi, là où je suis confiant, c'est que je vois que les clients et les partenaires ont besoin de professionnels comme moi pour pouvoir être accompagnés dans ces périodes. Alors, quand c'est à la hausse, ben, le client il va chercher à être assuré, il va chercher des taux les plus intéressants malgré la hausse. Et quand c'est à la baisse, eh ben, le client il va vouloir, ou le partenaire, il va vouloir obtenir le mieux du mieux. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, nous, les intermédiaires, on est utile. Et on apporte cette expertise technique et professionnelle, et en même temps ce côté humain rassurant et accompagnant le client, ou bien le banquier, parce que moi je suis vraiment entre les deux finalement, ou l'assureur, pour la réussite de l'opération. Donc moi c'est un marché sur lequel je reste assez confiant. Donc même si on est intermédiaire, des fois on se dit bah, c'est l'intermédiaire qui va peut-être sauter un petit peu entre dès qu'il y a une difficulté. Moi, j'ai pas ce sentiment. Au niveau des lois aussi, je vois à nouveau qu'à chaque fois, on sécurise le tout, et notamment dans ma profession, par exemple, on a mis des verrous en plus. Donc, ça permet de limiter les personnes qui n'auraient pas les compétences, etc., à venir exercer. Ça, c'est bien. Et en même temps, on libéralise un petit peu et on ouvre aussi la concurrence pour le changement de contrat. Donc, moi, la tendance globale, on va dire, sur les dernières années et à venir, je pense que je suis assez confiant, moi, encore une fois. Super, le crédit, c'est vrai qu'on peut en discuter, mais en tout cas, le courtier, il aura toujours un intérêt parce que le particulier qui va négocier avec sa banque en direct, il n'a pas la dizaine de dossiers qu'a le courtier, il n'a pas le même poids, donc c'est sûr qu'il n'aura pas le même taux à la fin. On est d'accord. Ça On est c'est sûr. d'accord. On est clairement d'accord. Alors, comment gérez-vous la concurrence sur le marché? Est-ce que vous avez déjà, forcément, oui, des dossiers sur lesquels. Alors, il n'y a pas encore ils n'ont pas encore fait ça, un espèce de tarificateur de courtier où il y aurait des vous choisissez Ouais. votre courtier. On se demande presque s'il n'y aura pas un métamoteur de courtier un jour. Mais en tout cas, vous avez des concurrents. Comment est-ce que vous vous démarquez? Comment est-ce que vous gérez ça? Quels sont vos atouts à vous pour vous démarquer? Ouais. Alors, moi, comme je dis toujours, nous, on a l'esprit start-up jusqu'à présent. Donc, c'est vrai que je ne me compare pas, par exemple, avec des groupes comme CAFPI, Empruntis ou Meilleurtaux. Ouais. Ça, ce sont des mastodontes qui sont là depuis 20 ans, qui ont des parts de marché considérables, mais qui vont être
comment dirais-je, un petit peu des industriels finalement. Alors que moi, je vais me présenter un peu plus comme un courtier plus dans l'artisanat. Donc ça veut dire que je vais peut-être avoir moins de dossiers à l'année, mais ça va être des dossiers sur lesquels je vais consacrer plus de temps. Donc souvent des dossiers plus techniques et finalement une clientèle que je vais choisir. Et aujourd'hui, une clientèle qui sera plus sur des sujets, on va dire, plus poussés, des dossiers plus complexes peut-être, et souvent des CSP+, donc des clients qui vont avoir besoin de plus de temps. Donc moi, je vais être là, je vais peut-être accorder plus d'heures par dossier, par client, mais ce client-là, finalement, lui, il va m'apporter plusieurs projets à lui seul. Et puis ce gars-là, il va être aussi, souvent ce client-là, il va être aussi pourvoyeur de recommandations, plus qu'un client lambda que va viser. Donc ma concurrence, moi, je me situe vraiment sur des courtiers, on va dire, comme moi, hein, donc des créations pures, hein, donc c'est même pas une franchise, etc. Donc un courtier indépendant, petite structure, esprit startup, ces courtiers-là, il y en a quelques-uns, et pour l'instant, on ne souffre pas forcément de cette concurrence-là. Après, les gros, je ne me compare pas. C'est vrai qu'en termes de chiffres, etc., pour moi, ce n'est pas mon secteur. On n'est pas encore sur des mêmes strates. C'est pas Donc, les mêmes il y a de la place typologies de pour tout le monde. clients. C'est pas la même typologie de clients en face, pardon, je vous ai coupé. Non, voilà, c'est ça, c'est pas la même typologie. Et puis les clients, ils sont ravis parce que moi, les partenariats que j'ai, par exemple, donc mes apporteurs d'affaires, ça va être des promoteurs, etc. Et ces promoteurs-là, ils sont bien contents de faire appel à moi parce qu'ils savent qu'en m'envoyant un client, on va dire CSP+, cadre, etc., je vais lui consacrer du temps, je vais l'accompagner, je vais être là physiquement à la banque avec lui, des choses que les autres courtiers qui font vraiment du volume ne pourront pas faire. Non, bien Donc c'est là sûr. moi, où mon approche, elle est plus personnalisée, plus de temps, et c'est là où je fais la différence, quoi, clairement. Entendu, entendu, c'est une vraie différence humain. Ouais, tout à fait. Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes à votre avis que les courtiers commettent dans leur travail et que vous avez peut-être même vous commis à vos démarrages? Ouais, alors les erreurs, je pense que c'est c'est la tendance à être un peu trop optimiste, puisqu'on n'est pas décideur. Il ne faut pas oublier qu'un courtier, lui, il met tout en œuvre pour mettre sa stratégie en place, pour aller chercher donc le bon taux avec le bon dossier pour le bon client. Par contre, on n'est pas décideur. Ça veut dire qu'à la fin, si la banque décide que c'est oui ou que c'est non, nous, au début, on voit un dossier, on le sent, on a l'impression que ça va le faire, et puis à la fin, on a une réponse négative. Moi, ça m'arrivait au début surtout, hein. Là, aujourd'hui, beaucoup moins, mais ça m'arrivait à mes débuts de me dire, bon, ce dossier-là, je le sens très bien, je m'engage auprès du client, etc. Puis à la fin, c'est négatif. Et là, du coup, en termes de crédibilité, on nous en veut à nous parce qu'on était tellement confiants que finalement, on a oublié que notre rôle, c'était pas non plus d'être décideur, finalement. C'était de tout mettre en place pour, et à la fin, on n'avait pas forcément la décision finale, quoi. Donc cette erreur-là, et je la retrouve aujourd'hui chez d'autres courtiers, puisque les clients qui viennent me voir me racontent cet épisode-là souvent, et je me dis, ah ben, c'est des choses que je faisais moi avant. Moi, j'ai la prudence et l'expérience qui font qu'aujourd'hui, je ne m'engagerai pas à donner une réponse finale si je ne l'ai pas encore finalement, tout simplement. Ouais, c'est la sagesse. On Ouais, sent voilà, comme c'est quelqu'un qui c'est la démarre. sagesse, l'expérience, tout simplement. C'est ça. Alors, comment gérez-vous les activités marketing et communication pour attirer de nouveaux clients? Si je comprends bien, pour l'instant, vous n'avez pas encore trop mis de choses en place là-dessus. Non, pour l'instant, c'est C'est du vraiment bouche à basique. oreille, c'est... Ouais, bouche-oreille, recommandations entre clients. D'accord. On a une page, vous savez, LinkedIn, Facebook et Instagram, mais vraiment le minimum, hein. On n'a pas vraiment activé tout ça. On a une base, mais qui n'est pas travaillée. Vous avez une présence, mais vous ne rentrez pas de clients comme ça, vous n'avez aucune mesure, vous y passez Ouais, pas de clairement. temps en fait, quoi, pour l'instant. Non, clairement, pour l'instant, on a, je crois, une dizaine de visites par mois sur le D'accord. site. Donc, pour donner les chiffres, voilà, c'est un sujet qui n'est pas du tout travaillé, mais tant mieux parce que c'est un futur challenge et je me dis que finalement, de ne pas avoir bossé ça et d'avoir une activité qui fonctionne, ça sera que du plus pour la suite et ça me Ouais, rassure c'est même sûr. dans mon activité à moi de me dire que même sans ça, jusqu'à présent, on réussit à bien fonctionner. Donc, il n'y a Ah, que du bon qui arrive, quoi, normalement. nous qui sommes dans un incubateur de start-up, on travaille donc avec beaucoup de courtiers, mais on a des start-upers pour lesquels on Oui, fait à la fois de la presta de com et d'informatique. Et on se rend compte que beaucoup lancent tout un tas de com avant d'avoir vraiment testé le produit et confronté au marché. Et bien souvent se plantent, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de startups se plantent. Ils vendent un produit qui n'a pas forcément de valeur aux yeux du client. Et vous, de c'est vous ça. lancer plus tard avec ces techniques de start-up en sachant que votre produit a de la valeur, c'est sûr que c'est un raisonnement tout à fait pérenne, quoi, voilà. Ouais, moi j'ai misé sur du long terme plutôt que du moyen ou court terme. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, donc Faut croisons les doigts et continuer. puis je reste confiant. Ça marche. Et pour finir, du coup, quelles sont les opportunités de formation et de développement professionnel que vous voyez pour les courtiers qui veulent rester rentables, tout en gardant, c'est important de plus en plus aujourd'hui, de la place pour leur vie privée? Je trouve que ce métier-là, justement, permet d'organiser un petit peu son activité comme on le souhaite. Moi, je suis passé à, on va dire, un rythme de télétravail de quasiment 50-50. Donc, ça veut dire que D'accord. j'ai 50% du temps à la maison. Donc, j'ai du temps pour ma compagne, j'ai du temps pour ma vie privée. Donc, là-dessus, ça me permet d'être à la maison. J'ai mon bureau voilà, sur place, etc.
50% du temps, je suis chez les partenaires, chez les clients, en banque. Donc, c'est très bien parce que cet équilibre aussi, ils ont besoin d'être assurés de m'avoir avec eux. Et pour la suite, au niveau des formations, je pense que ça va plus se jouer sur le digital, finalement. Pour moi, c'est aussi le pari qu'on a pu faire avec l'apparition du Covid à l'époque. Tout le monde a eu extrêmement peur, tout le monde s'est replié sur soi, etc. Ouais. Donc, on s'est dit, non, justement, opportunité de se dire comment fonctionner, mais à distance, en sécurité. On a tout mis sur notre outil de CRM, on a changé donc tous nos outils, etc. On a anticipé même des choses qui se font aujourd'hui avec les banques, etc., d'envoyer des dossiers en digital, mais tout en étant sécurisé, donc avec des bons outils. Celui qui sent les choses, qui sait que demain, justement, ce côté digital, mais tout en étant sécurisé, etc., je pense que c'est là la clé, en fait. Parce qu'on a des outils, on va devoir s'adapter. Donc, c'est déjà le cas depuis un moment. Je pense que la formation, elle va être là-dessus, mais tout en gardant, alors, qu'on puisse faire des choses à distance, mais en gardant quand même cette disponibilité. C'est pour ça que moi, ma semaine, elle est, voilà, il y a du digital, il y a de l'humain avec mes permanences physiques chez les partenaires, et il y a aussi du télétravail avec l'envoi des dossiers à distance, parce que quand le siège est à Paris, bon, ça m'arrange de ne pas prendre un TGV Bien sûr. pour un dossier. Donc je pense que voilà, c'est s'adapter au digital, des formations aussi, on va dire, autonomes et proactives. Ça veut dire que moi, je m'inscris souvent sur des sites de formation à distance, etc. Donc je fais le minimum réglementaire qui est demandé, mais souvent on va chercher aussi des pistes en plus. On essaie toujours d'être proactif, voilà, de se dire, sur le marché, quand on sent qu'il y a des choses, etc., s'il y a un ou des sujets qu'on ne maîtrise pas encore, on essaie d'aller chercher les infos et de... Voilà. C'est la proactivité et le digital. Il faut être en veille constante, on dirait, d'après ce que vous dites. Je crois que ça... Et puis pour moi aussi, je trouve que c'est vachement important, à côté de cette activité de courtier aussi, comme ça nous laisse quand même du temps. Alors, on a beaucoup de dossiers, on travaille beaucoup, mais je trouve qu'on a quand même du temps dans la structure de notre activité, d'avoir une activité secondaire. Et ça, je le vois avec d'autres courtiers. Quand moi, par exemple, j'ai choisi de donner des cours, donc je donne des cours dans une école privée à des élèves de licence, en Bac+3. D'accord. Et le fait d'avoir ça en plus, justement, ça me maintient ma veille, en fait. Parce que je vais discuter avec des apprenants. Je vais me mettre à niveau, je vais construire des cours sur lesquels je vais être obligé d'aller chercher des infos tout le temps des actualités. Donc ça, je trouve que tous les courtiers que je connais ou d'autres qui font cette activité secondaire à côté, alors ça peut être intervenant, ça peut être plein de choses, mais je trouve que c'est ça qui fait que du coup on fait la diff et qu'on reste en veille en permanence, quoi. Alors c'est vrai, moi je le vois, il m'arrive de donner des cours dans des écoles à Aix, notamment à Innov, ou des écoles comme ça. Ok, ouais. Et c'est vrai qu'on s'enrichit forcément des questions, des choses là où ils nous font bloquer, donc on ne sait pas, donc on est obligé d'aller chercher, de se remettre en question. On va chercher l'info. Voilà, c'est ça. Et on s'enrichit forcément de ça plutôt que de rester dans son précaré. C'est vrai que quel que soit le métier, j'imagine, et donc courtier. Oui, tout à fait. Quel que soit le métier, et surtout nous, parce que nous, on est intermédiaire entre. Moi, j'aime bien dire souvent que la métaphore du chef d'orchestre, en fait, qui est entre. Nous, on va être entre l'assureur, le banquier, le client, le notaire, le promoteur, l'agent commercial, l'agent immobilier. En faisant aussi de la formation, du coup, on a des apprenants, une directrice d'école. Nous-mêmes, on a envie d'être crédible aussi. Donc, si on n'a pas une info. Moi, ça m'est arrivé, je crois, le premier jour d'avoir une question d'un élève, l'angoisse totale. Donc, un élève qui nous pose une question et... Quand on démarre, c'est ça. Après, on s'en fout. On sait que, voilà, on lui dira, je me renseigne pour la prochaine fois. Mais au début, on est en stress. Exactement. Et ça fait un stress. Et là, ça tombe bien. Donc, je botte en touche. On part à la poste. Et le temps que l'élève revienne, entre-temps, j'avais trouvé la réponse sur l'ordi. Et puis, quand il revient, donc, je lui donne la réponse, etc. Et je lui donne cette métaphore-là en lui disant, voyez, ce que vous m'avez fait là, alors, je ne suis pas susceptible, je vous en veux pas, mais vous m'avez fait un petit peu transpirer. Et tant mieux, parce que du coup, ça permet après de se dire, voilà, il faut que j'aille, je reste pas sur mes acquis. Là, sur le coup, c'était assez drôle en plus, parce que ça s'est fait en quelques minutes. Et ça résume bien tout ce que je dis là, parce que je trouve que de toujours s'adapter, rester en veille, aller chercher les infos, se faire un peu violence, je trouve que c'est une des clés qui permettent du coup de réussir plus ou moins bien dans son activité de courtage. Super, écoutez, merci beaucoup pour ce conseil pour nos courtiers qui vont nous regarder. Avec plaisir.